Philippe Grégoire. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien pour Gavroche. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Oui, donc je suis exploitant agricole dans le Maine-et-Loire, entre Angers et Cholet. Donc sur une exploitation laitière, aujourd'hui en production biologique depuis 2015. Donc avec ma femme, on fait uniquement de la production de vaches laitières et un tout petit peu de plantes médicinales en prestation avec un voisin. Et s'agissant de vos responsabilités politiques, syndicales? Alors moi je me suis installé très très jeune parce que en fait j'étais à l'école, j'ai fait la maison familiale et après j'ai passé mon BEPA et la dernière année où j'étais à l'école pour passer mon examen, mon père avait été opéré. Moi je suis le dernier de la famille, donc mes frères et sœurs étaient partis dans d'autres activités et il a été opéré des hanches et il a été un bon moment sans travailler. Et je revenais, je faisais le boulot avec ma mère le matin et le soir. Je revenais tous les soirs, en plus de l'école. Normalement, on était interne, mais là, c'était déjà un peu particulier. Et peut-être que j'aurais continué, j'étais pas destiné à faire l'école d'ingénieur, mais peut-être que j'aurais continué un peu plus d'études. Mais j'étais quand même mordu à l'époque par le métier d'agriculteur. Et donc... je me suis installé du coup très très jeune tout de suite parce que j'ai été de familiale et dès 21 ans, 1er janvier, installation, la tête dans le guidon. Donc pas le temps trop d'avoir, à mon avis, pas assez de recul. C'est souvent une erreur de s'installer trop jeune. Je pense qu'il faut aller voir ailleurs. Bon, et on va passer à la première question vraiment de fond. Est-ce que, après la perte de l'industrie en France, on n'est pas en train d'assister à la perte de l'agriculture française? Ben si, on a perdu notre industrie. 75 ou 16% des emplois sont des emplois du tertiaire. 6,7% c'est l'industrie. Et puis nous, l'agriculture, c'est quasiment plus rien, c'est 2,5%. Donc, oui, on est en train de perdre notre souveraineté alimentaire. On dépend de l'extérieur, on est dépassé les 20% de dépendance, tout confondu, de produits venant de l'extérieur. Je pense qu'à la vitesse où ça descend, on va bientôt arriver à 25%. Alors ça, la cause principale de ça, c'est ni la sécheresse, ni le gel, ni les écologistes ou les véganes, c'est les traités de libre-échange. C'est la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux à travers la planète qui ont permis à des multinationales, coopératives et privées, donc les multinationales de l'agroalimentaire, de nous tenir en situation d'esclavage. Nous parlons de où était notre modèle agricole et comment on en est arrivé là, comment on a glissé après-guerre du modèle qui a été décidé au début pour reconstruire le pays au modèle d'aujourd'hui qui est dépassé. Eh ben, on a glissé surtout à partir des années 60 avec la politique agricole commune qui nous a entraînés au départ. Il y avait ce qu'il appelait la préférence communautaire. Mais la préférence communautaire, les Allemands ont développé l'industrie, avaient l'industrie. Nous, on était censés plus avoir l'agriculture. Mais déjà, dès les années 60, la préférence communautaire n'empêchait pas que les Allemands et les autres voulaient... Il y avait une préférence communautaire pour acheter les produits agricoles, mais à condition d'être performant par rapport à un prix déjà américain et autres. Ça commençait, c'était le début. Et puis après, tout doucement, 70-80, ça s'est accéléré. Et en fait, plus il y a de traités de libre-échange, plus il y a de mondialisation, plus le paysan, c'est de la chair à canon. Parce que finalement, c'est impossible. Un paysan ne peut pas produire au même prix qu'un Indien, un Chinois, un Japonais, un Belge ou un Néo-Zélandais. Mais ça serait pareil si je parlais d'un gendarme. Un gendarme, il n'est pas payé le même prix à Paris qu'à Bombay ou au Pérou. Enfin, je veux dire, on peut faire pareil avec une infirmière, pareil avec un cadre supérieur. On peut trouver un cadre supérieur au Kazakhstan qui va gagner, je sais pas, 3 fois moins qu'un cadre supérieur qui fait le même boulot à l'hôtel de ville à Paris. C'est la même chose. C'est un non-sens économique. On ne peut pas mettre les gens comme ça. Un prix mondial, ça ne veut rien dire.
Et que pensez-vous par exemple du débat sur les bassines? Est-ce que c'est pas des constructions anachroniques par rapport à nos besoins aujourd'hui d'avoir une économie beaucoup plus resserrée, moins industrielle? Alors les bassines, alors le problème déjà des bassines, c'est que l'irrigation, elle est utile dans certaines productions pour faire démarrer de la plante de vigne, pour les horticulteurs, pour les maraîchers. Un horticulteur ne peut pas fonctionner sans irrigation, hein. Ni un maraîcher, ni quelqu'un qui plante de la vigne pour faire prendre la vigne. Si elle n'est pas irriguée, elle va mourir, donc c'est un non-sens. L'irrigation ne peut pas être interdite, on ne peut pas interdire l'irrigation, on ne peut pas l'arrêter non plus. Par contre, il faut la raisonner. Bon, faut la raisonner et l'utiliser sur. Voilà, je vais parler surtout, c'est sur les grandes cultures le problème. C'est pas l'horticulteur, c'est pas le maraîcher, parce que les maraîchers, ils font pas 3000 hectares de maraîchage dans la même parcelle. Mais c'est sur les grandes cultures que le problème se pose, parce qu'on utilise beaucoup d'eau sur les blés, les maïs, tout ce qui est grande culture. Là, il y a déjà eu une première erreur qu'il faut mettre dans le jardin, dans la pierre des écologistes. Parce que Dominique Voynet, en 1992, elle a modifié la loi sur l'eau. Avant, on pouvait faire des stockages d'eau sur les bassins versants. L'eau se stockait tout seul l'hiver par le ruissellement. Ça coûtait zéro. Il n'y avait pas besoin de pomper. Et l'été, donc il y avait un arrêté préfectoral qui existe toujours, hein, les préfets, on pouvait bloquer l'eau entre le 1er novembre en gros et le 1er avril. C'est l'arrêté du préfet. Il peut l'avancer au 1er mars. Mais en gros, l'hiver, les cuves se remplissent. En gros, hein, s'il y a un hiver normal. Mais là, Dominique Voynet, elle a estimé que c'était pas normal qu'on utilise les bassins versants et les ruisseaux classés, hein, pour que la nature, l'eau appartient à tout le monde, c'est vrai, et que c'était pas normal de faire des ouvrages sur des bassins versants, ça dénaturait la nature et tout. Et elle a interdit ça. Donc, moi, j'ai des plans d'eau chez moi. Il était fait avant 92, donc quand la loi de 92 est arrivée, la police de l'eau, il y a une police de l'eau dans tous les départements, ils m'ont obligé à faire un fossé de contournement, le ruisseau classé. Donc j'ai un fossé de contournement qui doit maintenant, au départ c'était 5 mètres, mais il doit être à 10 mètres de la réserve. Sauf que c'est pas toujours possible de faire un fossé de contournement, parce que des fois le site ne s'y prête pas, quand c'est dans des zones accidentées. Et alors, le fait qu'elle ait pris cette décision-là, les gens qui veulent continuer à irriguer, comme on ne peut plus stocker l'eau au bord des rivières ou sur les bassins versants, les agriculteurs ils ont dit nous on veut absolument arroser, donc on va faire l'eau sur les buttes. On va mettre une bassine sur la butte. D'où l'imbécilité d'aller pomper l'eau dans la rivière, parce qu'on a le droit de pomper l'eau dans les rivières, entre le 1er novembre en gros et le 1er avril, ou pomper l'eau dans les nappes s'il n'y a pas de rivière. Ce qui arrive dans les régions comme les Deux-Sèvres, à Niort, ils vont pomper l'eau dans les nappes pour remplir la réserve. Donc en fait, il faut pomper 2 fois. Donc déjà, d'un point de vue économique, c'est un non-sens. Il faut pomper 2 fois. Et puis, alors après, 2 questions s'offrent à ça. La première, est-ce que c'est rentable de pomper 2 fois pour arroser des maïs si l'agriculteur ne gagne pas sa vie à produire du maïs? Ça ne sert à rien. Si économiquement, l'agriculteur, il arrose du maïs pour le donner à manger à des vaches et qu'à produire son lait avec ses vaches, il a 350 € par mois, il faudrait qu'on m'explique l'utilité d'aller faire financer des bassines à vous, citoyens français, parce que ça va être pris sur les citoyens, sur le budget. Il y a une partie de financement importante, très importante. Donc tout le monde paye des impôts, de façon directe ou indirecte. Donc vous allez payer des impôts pour remplir des bassines, que des paysans vont utiliser l'eau l'été en plein soleil pour arroser du maïs, et le paysan, après, vous allez le croiser devant votre voiture avec un épandeur de fumier, avec une pancarte, il va dire « Moi, je meurs de faim, je ne gagne pas ma vie ». Et vous aurez payé la réserve avec laquelle il arrose. Alors je crois qu'on a besoin de réfléchir à un nouveau modèle économique, parce que là, on est dans un non-sens économique. Arroser, oui, mais si c'est rentable. Et puis après, je soulèverai un autre point, parce qu'il y a les purs et durs, les gens de la FNSEA, surtout les gens des grandes cultures qui pensent qu'à produire pour exporter, sans se soucier de la rentabilité. Qui dit exportation, dit mettre en concurrence des pays en voie de développement et des pays émergents. Si c'est pour financer par les impôts des Français et des aides diverses, des bassines, pour aller inonder
des paysans sur des marchés pour les faire mourir, c'est pas bon non plus. Parce que eux, en retour, ils vont nous envoyer des moutons à pas cher et tout. Et ça y est, on rentre dans une compétition perdant-perdant. Hein. Et l'autre question qu'il faut se poser sur les bassines, tous ceux qui disent « Oui, mais il faut arroser, non, il faut absolument développer, faut développer l'agroalimentaire. L'agro-industrie, ça rapporte à l'agro-industrie. Ça va rapporter aux coopératives qui vont collecter les maïs, les blés, les gens qui vont vendre les réseaux d'irrigation, les enrouleurs, les pivots, les tracteurs, les charrues, les semences. C'est à tous ces gens-là que ça va rapporter. Et à ceux qui vont faire les études aussi pour le projet. Mais posons-nous une question. L'eau, elle appartient à personne. On va rester sur les Deux-Sèvres. Comment vont réagir les gens? Comment vont réagir même les agriculteurs eux-mêmes si un jour ils rentrent à la maison un soir chez eux, ils ouvrent le robinet et il n'y a plus d'eau au robinet? Parce que le puits, c'est-à-dire beaucoup d'agriculteurs on a nos propres forages à nous, chez nous, mais pour notre consommation personnelle ou pour nos animaux, d'accord? Mais à pomper dans les nappes comme ça, si un jour il n'y a plus d'eau pour les concitoyens, que tous les puits sont vidés, ça va coûter combien ça? Qui va payer ça? Est-ce que l'agro-industrie, l'agroalimentaire, les chambres d'agriculture et la FNSEA qui poussent à ce système-là, il faudrait le mettre dans la loi? Est-ce qu'ils s'engagent à rembourser le citoyen lambda qui aura plus d'eau et qui devra payer l'eau du réseau? Et des gens au SMIG n'auront pas les moyens de payer l'eau du réseau. L'eau, c'est un bien commun. On doit, j'ai pas dit qu'il fallait pas arroser, mais il fallait que ça soit raisonné. Et par département, suivant les qualités de terre et suivant les potentiels des terres. Parce que quand on est dans des faibles potentiels, s'il faut passer 10, 15 passages d'arrosage, moi je vous dis tout de suite non, pour faire du maïs. Parce que moi j'ai des amis à Fougères, évidemment, toute la France n'est pas Fougères, mais j'ai des amis à Fougères qui font du rendement autant, voire plus, que quelqu'un qui irrigue et qui fait 10 à 15 passages. Donc là, il y a un non-sens économique. Parce que vous allez financer quelqu'un qui va faire 12 passages et il va se plaindre qu'il ne gagne pas d'argent. Et mon copain à Fougères, lui, il n'a pas besoin, lui. C'est la nature qui lui apporte l'eau. Ça, on n'y peut rien. Il y a des zones, la Bretagne est plus arrosée que d'autres. Donc, optimisons. Laissons les régions où il y a de la pluviométrie peut-être faire des maïs. Et dans les régions plus sèches, je crois qu'on ne va pas avoir d'autre choix que de s'adapter au réchauffement climatique. De toute façon, c'est même du bon sens, ce que je vous dis. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous justement sur la mainmise du système agroalimentaire sur le monde agricole et en quoi il ponctionne le revenu qui doit revenir aux producteurs, aux paysans? Il ponctionne le revenu parce que si vous voulez, à partir des années 60, ils ont monté des plateformes Unigrain, le fonds d'investissement des céréaliers qui finance tout l'agroalimentaire, toutes les coopératives à travers le monde. Ils financent 1000 entreprises. Et après, il y a le groupe Avril qui s'appelait ex-Sophie Protéol qui maîtrise les aliments du bétail à travers le groupe Sanders, numéro 1 des aliments du bétail. Les huiles, leader des huiles, toutes les huiles, la filière agrocarburant. Et puis après, il y a le groupe Invivo qui a toutes les plateformes de vente, aujourd'hui associé à Xavier Niel, avec les magasins Grand Frais d'ici, notamment. Et Alexandre Zouhari, ils sont associés avec Alexandre Zouhari et Mathieu Pigas, et donc le bras de la FNSEA, via Invivo. Et ensuite, l'agroalimentaire et l'agro-industrie tient tous les semenciers aussi, toutes les coopératives de semences. Toutes les semences qui sont renouvelées dans les exploitations, elles sont tenues par ces bras-là, de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie. Sachez quand même qu'un agriculteur qui fait du maïs semence aujourd'hui, il est obligé, là, il faut l'irrigation pour le maïs semence. Alors, là encore, il faut le mettre dans des terres qui s'y prêtent, où on va peut-être passer 4-5 passages d'arrosage, parce que c'est assez contraignant. Le maïs semence, il ne faut pas du tout qu'il souffre, pour pouvoir être ensuite conditionné et revendu en semence. Mais le maïs semence, les coopératives indemnisent l'agriculteur à hauteur de 4 000 € pour un hectare. Un hectare, comme M. Bruno Le Maire ne savait pas ce que c'était, un hectare c'est 10 000 m². Donc, 4 000 €. Alors 4 000 €, faut qu'ils sèment, c'est assez complexe quand même, il y a du travail. Faut qu'ils sèment en 3 fois, ils ne sèment pas tout le même jour. Faut qu'ils fassent des semis décalés en 8 jours et tout.
pour les maladies. Bon, ils ont tout un protocole à respecter. Il faut castrer le maïs. Donc là, il faut prendre des jaunes à la main. Hein. Bon, 4 000 €, certains peuvent trouver qu'ils sont bien payés. 4 000 € de l'hectare, je peux vous dire, ils ne sont pas bien payés. Parce qu'aujourd'hui, il vaut mieux faire du maïs grain au prix qu'il est, et puis vous le livrez à la coopérative, du maïs grain vendu 300 € la tonne, ça, vous faites 100 quintaux, ça fait 3 000 € sans les charges. Mais là, 4 000 € du maïs semence, il y a des charges, et il y a du personnel. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce même agriculteur qui fait le maïs semence, à la récolte, il va aller livrer le maïs semence à la coopérative. Vous savez, la coopérative, le produit qu'elle va en tirer de cet hectare, 23 000 €. Là déjà, vous avez une donnée du problème. 23 moins 4. Et eux ils n'ont pas travaillé la culture. Hein. On est d'accord. Hein. Le paysan, il va livrer le maïs, il le stocke dans leur séchoir. Alors après, je vous l'accorde, il faut qu'il le conditionne, il faut qu'il le trie, hein, qu'il soit propre, qu'il le conditionne et qu'il le mette en sac. On est d'accord. Hein. Mais 4 000 € à 23 000 € de l'hectare, vous m'avouerez que là, ça ne doit pas être de la faute ni de Michel-Édouard Leclerc, ni des écolos, ni des véganes. Hein. Là, ça concerne bien notre profession. Notre profession. Parce que le président de la coopérative est le président du syndicat. Hein. Donc, pourquoi ça en est arrivé là? Parce que, en fait, ce qu'il faudrait, c'est une interface entre nous, les paysans, et nos acheteurs, privés ou coopératives, les bras de l'agroalimentaire. Il faut une interface, faudrait quelqu'un d'indépendant. Parce que le président du syndicat, qui est en même temps président de la coopérative, qui est payé par la coopérative, ne peut pas représenter les producteurs. Parce que dans la mesure où il est payé par la coopérative, il peut pas dénoncer et se retourner, il ne peut pas dire à la coopérative, bon les gars ça va plus là, on va rompre les contrats, la marchandise vous la payez pas assez cher. Parce que s'il dit ça, bon, il y en a qui l'ont fait, hein, je vous rassure. Il est viré, l'administrateur. Dupont est viré, le lendemain matin, c'est Durand qui prend sa place. Parce qu'en fait, il sert de porte-voix à l'agroalimentaire, à la coopérative, mais il sert surtout à acheter la paix sociale, à empêcher les paysans de se révolter contre l'acheteur qui est la coopérative. Et clairement, le loup est dans la bergerie. Il faut appeler un chat un chat. Le fait qu'on ne puisse pas faire notre facture, je pense que c'est ce qui choque le plus les gens. Aujourd'hui, je suis sur Paris, et à chaque fois que je me déplace dans des grandes métropoles, ce qui choque les individus, c'est qu'on produit des lapins, des canards, du lait, des cochons, et on ne fait aucune facture. Et même quand on a livré notre lait, ou notre lot de volaille ou de lapin, on attend par mail les tickets de l'abattoir ou les tickets de la laiterie pour savoir combien on va être payé. Et c'est eux qui décident des réfactions. Donc ils peuvent dire, voilà, là il y avait un peu d'impureté, là ceci, d'où l'intérêt d'augmenter les normes. Toutes les normes draconiennes qui sont venues dans le lait, ils ont resserré toutes les normes, c'est un peu technique ce que je veux dire, mais on a on a une norme pour les germes, une pour les cellules, une pour l'hypolyse, une pour les butériques. Ils ont mis des trucs à rallonge, parce que plus ils mettent de conditions, moins on a de chances de les remplir, et moins on est payé. Mais eux derrière, ça n'a aucune incidence pour faire du fromage. Pour faire du fromage, même le lait, s'il a des butériques ou des cellules, le fromage, ça n'empêche pas de faire du fromage. Hein. Donc en gros, ce que je peux vous donner déjà comme chiffre sur le lait, depuis 40 ans, il payait le lait entre 30 et 32 centimes le litre des parts fermes. Là, exceptionnellement, il est à 42 centimes, il a pris 10 centimes. Hein. Je parle à un prix standard, 38-32. Ils ont été obligés de mettre 10 centimes parce que tout a flambé. Le coût de l'énergie, du gasoil, l'électricité et tout. S'il n'avait pas mis 10 centimes, au bout d'un an, il n'y avait plus de producteurs. Parce que les gars, ils sont là. Donc c'était ça ou rien. Mais avec ces 10 centimes de plus, on est au même stade qu'avant. Hein. Bon. Mais si je prends une grande moyenne sur 32 centimes, hein, ce qui est la moyenne depuis plus de 30 ans, ils viennent à la ferme, ils pompent notre lait, vous êtes d'accord? Le lait, il est blanc, hein. Qu'il soit italien, belge ou le lait, il est blanc, ils pompent le lait. Une fois qu'il ressort de l'industrie agroalimentaire, le lait, en moyenne, il est parti à 32 centimes, il ressort entre 1,20 € et 1,65 € de la laiterie. Il est parti à 32 centimes, ils viennent le chercher,
C'est eux qui payent le transport, on est d'accord. Ils viennent le pomper dans notre cuve réfrigérée. Ils passent tous les 2 jours ou tous les 3 jours. 32 centimes, il ressort de la laiterie entre 1,20 € et 1,65 €. Et ce que je viens de vous dire là, c'est pareil pour les lapins, pareil pour la viande bovine, pareil pour les canards, pareil pour les poulets. Et si vous voulez, ils sont que quelques acteurs. Alors, vous pouvez dénoncer le contrat au bout des 5 ans et aller... Bon, il y a très peu d'acteurs, hein, mais vous pouvez aller chez un autre acteur. Il y a entente illicite sur le prix des parts fermes. Il y en a un qui va donner 32, et l'autre 32,2, et puis l'année d'après 31,8, et puis l'autre 32,9, et puis vous voyez, je veux dire. En gros, c'est ça depuis 30 ans. Là, ça commence un petit peu à bouger. On retrouve quelques petites différences entre les industriels aujourd'hui, parce qu'il manque de lait. Alors, comme il manque de marchandises en France, il y en a certains qui montent un peu le curseur. Alors, ils reprennent quelques producteurs à la marge. Mais c'est très, très, très léger. De toute façon, je vous donne la tendance. Je vous ai parlé du prix conventionnel. Là, je vous ai parlé du prix 2022. 42 centimes, hein, aux normes, à 38 de matière grasse et 32 de matière protéique. C'était 42 chez les grands industriels. En moyenne, ça tourne autour de ça. Il y en avait qui étaient à 41 et d'autres à 43. Mais je vous donne la moyenne. Et pour qu'un agriculteur gagne sa vie, c'est là que vous allez tout de suite voir, il faut 62. Alors si je dis ça, les gens vont dire, mais Philippe Grégoire, mais il est fou. C'est pas grave. Il y a un gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, ce que je dis, ça passe sur les réseaux, je prends date. On peut me dire que je suis un fou. Il y a un gros avantage, c'est que le fou, s'il m'arrive rien, il va reprendre la parole dans 5 ans, dans 10 ans et dans 20 ans. Et on pourra réécouter le fou. Parce que le fou, quand on a dit en 2009 qu'il fallait payer le lait 45 centimes, la FNSEA a négocié en 2009 28 centimes avec les industriels. Ils ont signé un accord à 28 centimes en 2009. C'est là qu'il y a eu les mouvements des grèves du lait, que tout le monde est descendu dans la rue. Enfin, pas tout le monde, mais une partie. Hein, un syndicat qui signe avec les coopératives, remarquez, ils signent avec eux-mêmes, parce qu'en fait, le président de la coopérative, c'est le beau-frère, la belle-sœur ou le cousin. Donc ils sont partie prenante. Donc ils signent eux-mêmes, si on peut aller par là. Bon. Mais ils ont signé en dessous des coûts de production réels. Donc 28, nous on disait c'était 45. Vous voyez, on ne se trompait pas beaucoup. Parce qu'aujourd'hui on est à 42. Mais là, je remonte en 2009. Donc combien de producteurs sont morts? 396 000 points de collecte avec les quotas laitiers Michel Rocard en 1984. Aujourd'hui, on est arrivé autour de 35 000 points de collecte. Vous voyez tous ceux qui sont morts, qui ont fait faillite et qui sont partis. Si vraiment ça marchait, les gens ils ne seraient pas partis. Quand les gens quittent le bateau, c'est qu'il n'y a plus à manger. Donc, notre prix, c'était bien le bon, et aujourd'hui, c'est plus 42, c'est 62. Pourquoi 62? En conventionnel. Hein. En bio, c'est plus que ça. En bio, il faut mettre 72, 75. C'est ça le prix pour qu'on vive dignement. Et là, avec ça, on tournerait pas à 5 000 € par mois. Hein. On tournerait entre 2 et 3 000 €, suivant les exploitations, comment elles ont investi. On tournerait à 2 SMIC et demi, à 62 centimes sur la base d'un prix 38-32. Donc après, quand on a un lait de qualité, on est payé encore plus cher. Ça vient s'additionner. Mais ça, c'est suivant la qualité. Et pourquoi je dis 62 ? C'est pour se rapprocher du reste de la société, parce que là, on est en complète déconnexion avec le reste de la société. On ne peut pas se prendre de vacances parce qu'on n'en a pas les moyens. Donc on est remplacé par un beau-frère, gratuitement, par les parents, par la famille, par un copain, si on veut prendre quelques jours. Si on tombe malade, c'est les parents qui font le boulot ou c'est les enfants qui font le boulot, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a aucun éleveur qui est assuré pour se faire remplacer sur une exploitation. Moi, j'ai deux exploitations par an, à peu près, de gens qui tombent malades. Hein, et quand ils tombent malades, ils sont obligés de se faire remplacer par des beaux-frères ou par les parents qui sont à la retraite, parce qu'en fait, on n'a pas de couverture pour se faire rembourser. Quand l'exploitant, le gérant principal, il est opéré, il a 1 an sans travailler, j'ai 2 exemples en tête, un en Vendée, un dans l'Orne, genre un fractus, quelque chose de grave, quoi. Eh bien, il faut 6 000 € par mois. Pourquoi 6 000 €? Faut 2 équivalents temps plein. Parce que nous, comme on fait 80 heures à peu près
ouais, par semaine, hein, de surveillance. C'est pas toujours que du travail acharné, mais c'est des amplitudes horaires pour surveiller les animaux. Et ben vous allez trouver, alors déjà il va falloir les trouver, parce qu'il faut qu'il ait des compétences. Si vous ne pourrez pas y donner moins de 1500, et même 1500 c'est pas beaucoup, c'est pas assez. Donc avec les charges, vous allez arriver tout de suite autour de 3000, donc en faut 2, parce que le gars il va pas faire 80 heures, il n'a pas le droit. Et celui qui va faire le week-end, il n'a pas le droit de travailler le lundi, hein, avec les conventions du travail. Donc en faudra 2, donc il va falloir débourser 6 000 euros. Donc moi ce que je propose, c'est que les agriculteurs, on mette dans le coût de production et dans les études d'installation, un genre d'assurance l'homme clé, comme il peut exister dans des entreprises, et qu'on souscrive lors de l'installation une assurance qui coûterait 6 000 euros par an, mais qui permettrait aux agriculteurs de se prendre 3 semaines, un mois de vacances, qui serait remplacé, et qu'en cas d'accident, on puisse se faire remplacer. Parce qu'il est quand même anormal que des agriculteurs qui sont à la base, qui nourrissent le peuple, on nourrit le peuple, on entretient le territoire gratuitement, les paysages, et on n'est même pas capable de se nourrir nous-mêmes et de se faire remplacer si on est opéré. Je pense que un pays comme la France, 6 ou 7e puissance mondiale, qui n'est même pas capable de reconnaître ses paysans, qui n'est même pas capable de leur apporter une couverture sociale pour se faire remplacer quand ils sont accidentés, moi je trouve que c'est une honte. Parce que ce qu'on a droit aujourd'hui, par le régime de notre mutualité sociale agricole, c'est en gros 25 euros par jour, si on est un an sans travailler. Et puis après, il y a des assurances privées qu'on peut prendre. Alors, certains les souscrivent. Je vais vous donner la moyenne. La moyenne, ça tourne autour de 50 euros par jour, ceux qui sont assurés. Il y en a, ils ne sont pas assurés du tout. Mais ceux qui sont assurés, c'est 50 euros par jour. Donc 50 et 20, ça fait 70. Avec 70 euros par jour, c'est impossible d'embaucher 2 équivalents temps plein sur un mois. Donc c'est un non-sens économique total. Et c'est un non-respect des êtres humains envers le travail qu'on fait sur le suivi des animaux. Parce que les animaux, même si certains disent que certains maltraitent des animaux, les gens ne maltraitent pas les animaux. Ceux qui maltraitent les animaux, c'est qu'ils ont des problèmes économiques, ils tombent en burn-out, ils n'ont plus d'argent. Et comme ils n'ont plus d'argent et qu'ils tombent en burn-out, là, effectivement, ils font de la souffrance animale. Ça, c'est vrai. Nous, on défend des cas, on a vu des cas où il y a de la souffrance animale. Mais il y a de la souffrance animale parce que c'est venu par un problème économique. En fait, la vraie question, c'est est-ce qu'on veut encore des agriculteurs en France ? Ouais, je ne suis pas sûr qu'on veut des agriculteurs en France. Je pense qu'on est dans la théorie de David Ricardo des coûts comparatifs. Et alors, ils vont s'arranger pour en garder un peu. Ils vont garder ce que j'appelle des succursales. Ils vont garder quelques plateformes, ils vont garder quelques produits s'ils peuvent, hein, de lapin, de lait et tout, pour faire bonne figure. On est déjà sous perfusion, mais ils vont nous mettre sous perfusion encore plus pour justifier des marques paysans bretons, Camembert président, la marque Charal, le père Dodu, les poulets et tout. Et en fait, il y en aura peut-être plus que 10% qui seront produits en France, ils vont garder quelques élevages. Et quand vous passerez dans le grand magasin, c'est déjà le cas, hein, il y aura la marque père Dodu, mais le poulet, il viendra d'Ukraine ou de Russie, parce que le pire, c'est que les gens qui nous achètent nos produits, c'est eux-mêmes qui nous détruisent et qui nous mettent en concurrence, parce que c'est eux-mêmes qui ont été investir à l'international. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est détruit par nos propres outils industriels, et c'est nos amis paysans, entre guillemets, indiens, chinois, italiens, belges, en fait, ils nous mettent en concurrence entre nous. Vous comprenez ? Oui, tout à fait. Et est-ce que les consommateurs, ils ont un pouvoir, aussi petit soit-il, de faire fléchir le système ? Non, c'est pas facile. Alors, le consommateur, il a un pouvoir quand il achète en circuit court, mais le circuit court, ou la vente, ce que j'appelle la vente au détail, ou les AMAP, ça représente 3 milliards d'euros sur les 73 milliards d'euros du chiffre d'affaires de la ferme France. Donc c'est tout petit, vous voyez. 3 milliards de vente au détail, il y a la viticulture beaucoup là-dedans, hein. Les viticulteurs vendent beaucoup, ça marche bien le vin, il faut continuer, il faut encourager ça. Hein, mais 3 milliards sur 73, dans les grandes métropoles, Paris, Lyon, Marseille, je ne vois pas comment les paysans, d'abord il n'y en a pas autour qui font de l'élevage, je ne vois pas les paysans venir porter les colis de viande et le litre de lait dans les appartements. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut absolument qu'il y ait une loi, il faut partir sur une base comme de la charte de la Havane, hein, la réciprocité des échanges,
C'est ça la charte de La Havane. C'est la primauté du politique sur l'économique. Charte de La Havane ne veut rien dire avec le régime de Cuba. Le charte de La Havane, la charte de La Havane, c'est qu'elle s'est tenue à La Havane et elle a été abrogée le 23 mars 1948 parce que le Sénat américain a refusé de la ratifier. Mais c'est des États qu'on appelait les non-alignés. C'est des gens qui voulaient suivre ni le modèle soviétique de l'URSS communiste, ni le modèle américain ultralibéral. Ils voulaient ni l'un ni l'autre. Et ils ont voulu, justement, cette fameuse charte de La Havane, qui était des échanges réciproques avec une dose de protectionnisme, justement, pour équilibrer les échanges et puis pour ne pas tuer les paysans et les industries. Parce qu'il n'y a pas que les paysans. Pas détruire les industries, parce qu'il y a trop de différences entre nous, entre les continents. Il y a trop de différences au niveau social, et même de par la monnaie déjà. Parce que rien que par les monnaies, si on fait des échanges avec des dollars, ou avec des yuan, ou de l'euro, ou du yen, rien que par les dévaluations des monnaies déjà, on détruit les paysans. Donc la charte de La Havane, c'était un très beau projet, mais qui n'a pas vu le jour, parce que les Américains à l'époque étaient puissants déjà, les Anglais étaient surtout pas d'accord, mais la France n'était pas d'accord non plus à l'époque pour la charte de La Havane. Il faut le savoir, hein. La France n'était pas d'accord. On est parti à fond dans le libre-échange. Et la seule solution, c'est d'encadrer les prix des parts fermes, donc encadrer nos acheteurs. Donc nos acheteurs, c'est l'industrie agroalimentaire, privée et coopérative. Hein. Parce que qu'on vende à un privé ou une coopérative, ça là-dessus, ils se sont mis d'accord. Hein. Autant, alors, ils sont en concurrence entre eux. Nous, ils achètent la matière première chez nous, là, ils se mettent d'accord pour ne pas nous la payer. Une fois qu'elle est rentrée dans leurs outils de transformation, ils ont chacun leur marque. Il y en a un, il vend la marque Tartare, Vache qui rit, Lactalis Président, le paysan breton, c'est le groupe Laïta. Alors là, ils rentrent en compétition. Parce que là, ils vont dans les grandes surfaces, et là, c'est à celui qui aura le plus de parts de marché. Là, ils sont compétiteurs entre eux. Mais à l'échelon de l'exploitation, sur l'achat de la matière première, il n'y a pas de compétition. En fait, ils nous traitent comme des esclaves, et nous ce qu'on fait, c'est considéré comme du minerai. Parce qu'ils ont compris, grâce à la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux, ils ont tous les pouvoirs quelque part. Le lait qu'il achète chez Philippe Grégoire dans le Maine-et-Loire, il est blanc, même qu'il est bio. Ça ne change rien que je sois bio. Il est blanc, mon lait. Mais mon lait, ils peuvent le prendre chez un Néo-Zélandais, il aura le même goût que le lait à Philippe Grégoire. Ils peuvent le prendre chez un Indien, il aura le même... C'est là la force, justement. Il y a un modèle qui a bien marché en France, c'est le modèle de la viticulture. Parce qu'un viticulteur, il y a des appellations avec des cépages. Et un Bordeaux, un Coteau-du-Layon, un Champagne, un Indien, il ne peut pas le reproduire. Un Indien, les Américains ont essayé d'ailleurs avec le Champagne. Un Indien ne peut pas dire demain, ça y est, moi j'ai l'appellation Bordeaux. Il n'aura pas l'appellation. Elle ne sera pas reconnue. C'est gravé dans le marbre. Et nous, on n'a pas d'appellation. Le lait. Le lait, c'est une matière brute. Et en fait, les marques, nous, de notre production en tant que producteur de lait, les marques, c'est les industriels qui les ont. Les viticulteurs, quand ils vendent leurs bouteilles, en vendant la bouteille, ils mettent Château Durand, Château Dupont, ils ont l'appellation Beaujolais ou Bordeaux, alors que nous, le travail qu'on fait dans le lait, dans les poulets ou dans les canards, les marques, elles appartiennent à l'industriel, elles n'appartiennent pas à l'agriculteur. On est dépossédé de la valeur ajoutée. Vous comprenez ? Oui. Et si on augmente les prix pour le consommateur, le producteur, il va toucher quelque chose ? Rien. Ça a déjà été fait. Sarkozy l'avait déjà fait. Hein. Bon, les politiques, gauche comme droite, ils n'ont rien fait pour nous défendre. Mais il y en a qui ont essayé. Sarkozy avait fait pression, je me souviens très bien de ça. Et il y en a eu d'autres après Sarkozy. Hein. Et il y a eu des augmentations qui ont été passées. De toute façon, les gens qui font leurs courses, ce que je dis, on peut le vérifier. Il suffit de demander. Moi, je ne fais jamais les courses, c'est ma femme qui les fait. Mais je sais très bien que ça a augmenté dans les magasins. Les gens se plaignent de la vie chère. Bon, donc, là, je renvoie la balle à notre président Emmanuel Macron qui parle de ruissellement. Là, il n'y a pas de ruissellement. Parce que s'il y avait un ruissellement, moi, j'ai beau surveiller mes gouttières, j'ai rien vu dans mon verre. Donc l'argent, on sait où elle est restée, nous. Elle est restée chez nos industriels. Ça, on en est persuadé, parce qu'ils font entre 36 et 53% de marge. Et encore, je n'ai pas toute la transparence. Parce qu'il y a des holdings, ils ont fait des SAS, et il y a des holdings de rendus en Suisse et au Luxembourg. Et
Est-ce que vous pouvez revenir sur comment la FNSEA est devenue le syndicat majoritaire qui a pignon sur rue, qui est le seul interlocuteur des pouvoirs publics ou même dans les médias? Par la gestion des terres, parce qu'après la guerre, il fallait relever le pays. Il y a eu des tickets de rationnement jusqu'en 1952 et il a fallu faire une cogestion avec les pouvoirs publics pour relancer la production agricole. Et ils se sont mis main dans la main avec les hommes politiques. Et surtout, ce qui a été très important, c'est qu'ils ont eu la gestion du foncier, la gestion des terres. Il y a une commission structure par département, et cette commission structure, quasi dans la totalité des départements, était pilotée majoritairement par des gens de la FNSEA. Alors aujourd'hui, il y a quelques départements qui sont tenus par la coordination rurale, mais il y en a 3 ou 4 de mémoire, mais ça ne représente rien du tout. Le gros des troupes était tenu. Donc comme il avait la main sur la distribution du foncier, un paysan, par définition, s'il n'a pas de terre, il ne peut pas faire grand-chose. Ou il peut faire que du hors-sol sans terre. Mais que du hors-sol sans terre, c'est même plus possible aujourd'hui, parce qu'il faut un plan d'épandage pour épandre des fumures. Donc, en ayant la main sur le foncier, les gens, en fait, ils adhéraient pas forcément par conviction, mais ils adhéraient par intérêt, pour avoir des terres. Donc, ça leur donnait une puissance. C'est encore vrai, c'est moins vrai maintenant. Mais c'est encore vrai, l'histoire du foncier. Mais d'après les élections Chambre d'agriculture, ils représentent 25,8% des agriculteurs. C'est-à-dire qu'il y en a 25,8% qui ont voté pour eux. Parce qu'il n'y a que 45% des agriculteurs qui votent. Il y en a 55% qui ne votent pas. Donc ils font plus de 50%, mais de 45% de votants. Donc voilà. Et d'où vient pour vous le mal-être de la profession? Le mal-être, vous voulez dire? Le mal-être, comment ça se fait que les agriculteurs se sentent si mal? Pourquoi il y a autant de drames, de suicides? Parce que le drame, il est économique. Les gens, on s'enfonce de jour en jour dans nos fermes. Hein. Donc quand les gens voient que d'année en année, les gens, alors souvent, ils ont repris la suite des parents. Hein, et les parents, ils ont eu beaucoup de mal à tenir la ferme. Des fois, ils l'ont fait prospérer. Et tout d'un coup, le fils qui arrive derrière, il va bouffer tout le capital des parents. Parce que comme ça s'aggrave, on est sur la pente descendante. On vit moins bien que nos parents et nos grands-parents. Et donc, c'est le revenu. Et alors le problème, c'est que le monde agricole, c'est un monde taiseux, très orgueilleux, très fier. Et un agriculteur ne dira jamais qu'il gagne 800 euros. Moi, je vais vous dire qu'avec du lait chez moi, et mes collègues ne se cachent pas de le dire, hein, moi j'ai un réseau maintenant national, donc je connais des gens dans toute la France, des gens qui étaient référencés par la Chambre d'agriculture, c'est-à-dire il y avait des cars scolaires qui venaient visiter l'exploitation tous les ans. Moi, c'est des copains qu'avec le lait. Hein. Je ne mets pas les céréales là-dedans. Hein. Parce que les céréales, pour moi, c'est pas du lait. Moi, je parle du lait. Des bovins, lait ou vaches allaitantes, sans accident majeur, on est entre 800 et 1000 euros de prélèvement sur 40 ans. C'est ça notre salaire mensuel. Avec des belles fermes, hein. Des fermes références. Hein. Donc je ne vous parle pas des fermes où elles sont moins belles, où ils ont eu des problèmes économiques, où les parents avaient moins investi, où il y avait du retard. Alors là, ceux-là, ils sont à 300-400 euros. Les meilleurs, hein, les meilleurs du lot. Sur une carrière, je parle. Celui qui va vous dire qu'il se prélève 1400-1500 euros, oui, il y en a. Dans certaines sociétés, type GAEC, mais pas de moyenne sur 30 ans, et pas qu'avec de l'élevage. Là, il incorpore les céréales, il incorpore un élevage d'hors-sol qui est amorti, qui est fini de payer, il n'y a plus d'amortissement, il mélange tout. Moi, je suis très précis que sur l'élevage, il n'y a pas de rentabilité. Il n'y a pas de rentabilité. Alors, si on ramène à l'heure de travail, alors là, à l'heure de travail, on est des Indiens. Il nous manque plus que les plumes. En plus, c'est un secteur hyper subventionné, donc c'est... 8 milliards d'euros par la PAC, que j'appelle la prime pour l'emploi, c'est un budget qui vient de l'Europe. C'est la ligne de crédit pour financer la PAC, c'est la TVA des États qui remonte à l'Europe, qui finance la PAC. Et puis après, on a 1 milliard d'euros chaque année qui est versé par le gouvernement. Oh, c'est des réductions sur les impôts fonciers, un coup de gel dans la vigne, la grippe aviaire, là, l'année dernière, un coup de sécheresse. Il y a toujours 1 milliard d'euros tous les ans qui se baladent, qui est très mal distribué. Hein. C'est catastrophique, la distribution, catastrophique. Parce que le prince Albert de Monaco, qui a des fermes, il est capable d'avoir la subvention.
Et c'est vrai qu'il en a besoin pour prendre le petit déjeuner. Ou la famille royale. Ou la famille royale. C'est très, très, très mal distribué. C'est catastrophique. Catastrophique. On arrive vers la fin de l'entretien, ça fait déjà 40 minutes qu'on discute. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots sur le SAMU agricole? Ah, le SAMU social agricole? Oui. Le SAMU social agricole, il a été monté par un homme à qui je veux rendre hommage, qui est très courageux, qui s'appelle Guy Serres, qui a créé ça en 2000. Alors, monsieur Guy Serres était agriculteur dans le Gers, mais il était juriste de formation. Il était juriste dans les chambres d'agriculture, et quand son père a cédé son exploitation, il a repris la ferme de son père, dans le Gers. Hein. Il n'avait pas d'animaux, Guy. Il faisait du maïs, grain, du maraîchage plutôt. Et il a toujours gardé la fibre de juriste. Et il a monté le SAMU social agricole en 2000. Il ne devait pas être à la retraite au départ quand il a démarré. Et après, il a été à la retraite. Alors là, il fait ça à plein temps. Il n'a plus de limite parce qu'il a 78 ans et il parcourt la France toujours pour venir en aide aux agriculteurs. Alors ça, des gens qui font ça, chapeau. Chapeau. Parce qu'il n'est pas subventionné. Hein. Donc quand il se déplace, moi c'est pareil, on demande à ce que les gens nous défraient des frais d'autoroute, mais nous ne sommes pas subventionnés. Hein. Et donc il a monté le SAMU social agricole dans le Gers, donc SAMU social agricole 32. Et nous, après, on l'a étendu au niveau national. Alors, il a beaucoup été aidé par Michel Bini, du Gers, qui est un agriculteur, qui n'est pas encore à la retraite, Pierre Lafitte et Alain Deguine, qui sont des agriculteurs du Gers. Alain Deguine est producteur de moutons. Pierre Lafitte, il faisait un peu de lait, mais il a arrêté. Après, il faisait de la volaille. Et puis, Michel Bini, il fait des vaches allaitantes. Et puis, il est entrepreneur agricole également. Et qu'est-ce que vous faites concrètement dans le cadre du SAMU ? Eh ben, c'est en fait, c'est l'alerte un peu. Les gens nous contactent, ceux qui sont au courant du SAMU, à travers les réseaux et tout. Alors, on a un déploiement par département. On essaye de mettre au minimum 2 personnes, voilà, pour qu'on fasse pas trop de kilomètres. Bon. Et après, on apporte un soutien. Eh bien, ça dépend quels sont les problèmes, mais on travaille avec des cabinets d'avocats s'il y a besoin d'avocats, en relation avec le SAMU. Bon, on a même, quelque part, quelques avocats qui nous font un tarif préférentiel, parce que s'ils nous demandent 5 000 € avant d'arriver, nous, par définition, on défend des gens qui n'ont pas de moyens. Hein, donc, on va vers des avocats qui font du social. Pareil, le juriste, on a Guy, mais on a d'autres juristes aussi qui s'inscrivent dans ce schéma-là, social, comptable, assureur aussi, parce que des fois, les gens, ils n'ont plus d'assurance. Alors, on retrouve des compagnies d'assurance qui acceptent de redémarrer le gars. Et puis, pareil avec l'administration, les relations, les DDT et tout. Alors, c'est pas toujours que des difficultés économiques. Hein. Des fois, c'est des dossiers PAC qui ont été mal remplis et ils ne touchent plus la PAC. Alors, il faut faire un recours. Des fois, c'est des histoires de voisinage, des histoires de terre. C'est pas forcément, ils nous appellent pas, tous ceux qui sont au SAMU ne viennent pas pour des problèmes économiques. Il y en a qui viennent pour d'autres demandes. Ok. Est-ce que vous avez un mot de la fin, une petite conclusion à nous donner ? Eh ben, le mot de la fin, c'est que le plus efficace, si on veut agir de toute urgence pour freiner la misère agricole, il faut encadrer de toute urgence l'industrie agroalimentaire, des prix, des parts fermes, dans toutes les productions d'élevage, dans un premier temps. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème sur le marché des céréales et du vin, mais c'est encore autre chose, là. Encadrer le prix des parts des coopératives en vin, c'est un autre sujet, c'est vaste, l'agriculture. C'est d'ailleurs pareil pour les maraîchers qui travaillent avec les coopératives ou les horticulteurs. Hein. On peut avoir les mêmes problèmes. Hein. Le problème, c'est une question de rapport de force. C'est que comme ils se sont concentrés dans des oligopoles, le rapport de force, c'est le géant et le petit nain, quoi. Le tout petit nain. Et nous, en plus, entre agriculteurs, il y a de la division parce que les gens cherchent à piquer les terres du voisin. Donc, il n'y a pas de solidarité. Pour vous donner une image, quand on a fait les grèves du lait, hein, que la FNSEA avait signé à 28 centimes, là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc les gens se sont mis à épandre du lait dans les champs et sur les routes pour manifester notre... voilà.
Mais je vais vous donner la tendance du monde agricole, ça va refléter ma conclusion. Il y en a 33%, en gros, qui nous ont suivis, qui sont venus derrière notre mouvement, qui était un mouvement gilet jaune, quelque part. Parce que la coordination rurale a suivi le mouvement à 100%, la Confédération paysanne aussi, puis le MODEF aussi, il y a 3 syndicats qui sont anti-FNSEA, on va dire, ont suivi le mouvement. Pas la FNSEA, évidemment, parce qu'eux, ils représentent l'agroalimentaire. Il y en a 33% des éleveurs qui nous ont suivis. Il y en a 33% qui sont, je dirais, la FNSEA, en gros. Vous voyez, ils font 25-8 aux élections. Vous voyez, on n'est pas loin. Qu'on dit, oh bah c'est très bien, ils manifestent, ils épandent du lait, c'est une bonne affaire. Plus ils vont faire grève longtemps, plus on aura de lait à livrer, nous. Ils vont faire faillite. Tous ces gars-là qui manifestent vont faire faillite. On va récupérer leur ferme. Et l'autre tiers, c'est des gens qui avaient plus un certain âge ou qui avaient double activité, qui avaient un atelier laitier et peut-être beaucoup de céréales à côté, hein, qui leur permettaient de vivre, ou la femme qui a un bon revenu à côté. Et eux, ils se sont dit, ouais, c'est vrai, les gars, ils ont raison, c'est bien. Mais nous, bon, financièrement, on pense qu'on va tenir, parce qu'on a une roue de secours avec d'autres ressources. Oh, après tout, on va aller à la retraite comme ça. Après nous, la fin du monde. Donc ceux-là n'ont pas bougé. Ils ont raisonné en individualiste, ce lot-là de 33%. Il y en a 33 qui ont bougé, 33 qui n'ont pas bougé, et 33 qui étaient contre nous, qui étaient la FNSEA. Et donc, bah, le mouvement, il a fini par... Il n'est pas mort, ça existe toujours, l'appli. Mais il s'est essoufflé, et puis voilà, quoi. Très bien. Merci, monsieur Grégoire. Merci.